Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire. C'est ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, je reçois Anas Daïf. Anas, tu es journaliste créateur du podcast indépendant À l'intersection, que je vous invite grandement à écouter, et auteur d'un tout premier essai, Et un jour, je suis devenue arabe, aux éditions Tumulte, qui sortira mi-octobre. Bonjour Anas. Salut Donia. Merci d'être là pour ce premier épisode. Merci à toi. Et déjà, ma première question, c'est comment tu vas ? C'est important de se poser cette question. Comment tu vas ? Comment je vais ? En vrai, ça va. Ça va en tant que journaliste, en tant que militant antiraciste. Il y a beaucoup de travail, mais je sens que il y a une forme d'émulation dans ces milieux-là et ça fait du bien. Donc ouais, on est ensemble. Anas, pour ouvrir cet épisode, j'ai envie de te raconter, à toi et à nos auditeurs, une petite histoire. En 2022, je fais la queue dans un coffee shop parisien parce que je voulais me prendre un petit latte, il faisait chaud et j'aime bien le latte. Il y a un homme de 30 ans devant moi qui prend aussi sa commande et je vois qu'il prend à partie le serveur. En tout cas, je sens que ça s'échauffe entre les deux. Moi, comme je suis un peu une petite commère, j'enlève mes écouteurs pour écouter ce qui se dit et j'entends le client qui commence à invectiver le serveur et qui lui dit « Mais tu n'as pas appris à lire ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu dis ?» Et le détail, évidemment, c'est que le serveur est noir. Et donc, d'un coup, je me pose la question, est-ce qu'il aurait dit un blanc ? Il l'aurait pas dit, évidemment. Enfin, il y a... Après, tu vois, c'est ça qui est compliqué avec le racisme et les définitions qu'on a du racisme, c'est que souvent on a l'impression que c'est quelque chose qui est archi frontal. On va dire directement sale arabe, sale noir, rentre chez toi. Et en fait, parfois, ça peut aller juste avec une simple réflexion du style ouais, tu sais pas lire, machin. Enfin, en fait. Cette anecdote-là, moi, me fait penser à un truc qui m'arrivait. Moi, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans, je travaillais dans une station-service, sous l'esplanade des Invalides. Donc vraiment quartier chicos, machin. Et il y a un jour un mec qui vient, il prend son essence et il vient payer. Et moi, j'avais le premier bouquin de Proust qui était posé sur le comptoir, parce que je le lisais en fait à ce moment-là. Il me regarde et il me dit « Vous lisez Proust, vous ?» C'est le vous qui fait mal. Ouais, et j'étais là, bah oui. Et j'ai pas su, à ce moment-là, décrire cette gêne. Et en fait, je savais que c'était du racisme et mélangé à du classisme, tu vois, parce que j'étais caissier dans une station-service. Donc ouais, clairement, en fait, il l'aurait pas dit à une personne blanche. Le problème, c'est que on peut pas pointer du doigt et éprouver les biais, en fait, les biais racistes. Mais par expérience, parce qu'on a entendu, nous, personnes racisées, en grandissant ensemble, en ayant subi des discriminations, on voit très bien les mécanismes qui se jouent à ce moment-là. Mais ce qui est fou, c'est que dans cette anecdote, après ça, moi, je le confronte et je lui dis, mais en vous voyant évidemment, mais vous vous rendez compte que c'est raciste ce que vous dites ? Et lui, directement, il se braque. Parce que dès que je lui dis le mot racisme, là, c'est un peu la kryptonite. Il se dit non, mais pas du tout. Et il me dit surtout, j'ai très peur pour vous si vous voyez le racisme partout. Donc ma question c'est, est-ce que je vois le racisme partout quand je lui dis qu'il est raciste à ce moment-là ? Bah non, parce que le racisme est partout en vrai. Le racisme, il est dans les tonalités de voix, il est dans la façon dont tu vas parler à des gens, la différence de traitement. J'avais fait un post Instagram il y a 2 ans à peu près, où je parlais de racisme silencieux. Et moi, ça me fait penser, par exemple, je fais la queue dans un supermarché. Et il y a des personnes blanches devant moi. Moi, je suis derrière. Je vois que le caissier ou la caissière leur parle super gentiment. Et là, d'un coup, c'est mon tour et la personne elle me dit à peine bonjour, tu vois. Et en fait ça c'est un truc que je vois énormément autour de moi, que beaucoup de potes en fait relatent. Et le racisme est partout et il est pas seulement comme j'ai dit dans les tonalités de voix, dans le comportement, parfois dans l'agression, il est aussi même dans l'espace public. Par exemple, moi j'habite à côté de 2 rues qui ont le nom d'anciennes colonies françaises, tu vois. T'as la statue de Colbert qui te ramène au code noir. Enfin, le racisme est vraiment partout pour le coup. Et on a tellement considéré le racisme comme un problème de personnes racisées que nous, on a les outils, généralement. Enfin, pas tout le monde, mais disons que nous, les personnes qui avons fait un travail de documentation et d'apprentissage, mais on relègue pas cette question-là aux racisants, aux personnes blanches, aux groupes dominants. Donc, c'est pour ça que eux, forcément, ils ont ce privilège de l'ignorance-là. Et ils vont pas voir le racisme comme nous on le voit, parce qu'ils le vivent pas.
C'est aussi le sujet du podcast, c'est d'expliquer pourquoi on parle de racisme lorsque la personne dit ça. Comment on pourrait l'expliquer ça? Pourquoi, lorsque la personne dit « mais tu ne sais pas lire », pourquoi dire ça à une personne noire, c'est avoir des biais racistes? Parce que ça prend racine sur des stéréotypes qui remontent à l'esclavage et à la colonisation. La personne noire qui est bête, la personne noire animale, la personne qui est pas du tout éduquée. Il y a cette question aussi du stéréotype de l'illettrisme chez les communautés noires, que ce soit en Afrique ou en France. Et clairement, c'est pas la première fois que on entend une personne blanche dire ça à une personne noire. En fait, il y a un mécanisme qui se répète constamment. En fait, cette personne-là, dans ce coffee shop, elle s'est appuyée sur des stéréotypes qui sont, je dirais pas millénaires, mais centenaires et centenaires et centenaires pour attaquer un caissier qui prenait son temps, faisait peut-être pas bien son travail, on sait pas, mais en fait, le fait qu'il fasse pas bien son travail n'est pas corrélé à sa couleur de peau et c'est pas corrélé à des stéréotypes. Il s'est tout de suite arrêté à une seule vision de ce que c'est être noir. Et c'est ça qui fait que c'est raciste. On va souvent utiliser le terme racisé, donc définissons-le. Une personne racisée, c'est une personne non blanche qui subit le racisme. Tu parlais du mot racisant. Est-ce que tu peux définir le mot racisant? Parce qu'on connaît racisé, mais un peu moins racisant. Ouais, c'est ça le grand drame de ma vie, c'est qu'on connaisse pas assez ce terme. C'est les personnes qui vont raciser, en fait. C'est-à-dire qui vont donner tous les stéréotypes, tous les imaginaires autour d'une couleur de peau. C'est eux qui vont dire, eux, c'est des noirs. Ils vont dire, eux, c'est des arabes. En fait, c'est le groupe dominant, c'est les personnes blanches. Et quand je dis dominant, je dis pas que toutes les personnes blanches sont privilégiées, dominantes et tout, mais de fait, à partir du moment où ta couleur de peau est blanche, que t'as des traits, en fait, européens, entre guillemets, mais en fait, à partir du moment où t'as ça, il y a un bagage de privilèges, en fait, qui vont t'accompagner, qui vont faire que ta couleur de peau ne va pas poser de problème dans ton insertion sociale. Il y aura d'autres facteurs. Par exemple, si t'es une femme, si t'es une personne trans, évidemment, ça va venir s'ajouter, mais ta couleur de peau ne sera pas une circonstance aggravante. Là, c'est vraiment un exemple de racisme ordinaire. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour du mot racisme ordinaire ou non. Moi, c'est quelque chose que j'utilise un peu moins. Je préfère racisme insidieux. Toi, est-ce que c'est une expression que tu utilises, racisme ordinaire? Au début, je l'utilisais, mais en fait, j'ai un problème avec le terme racisme ordinaire parce que c'est comme si tu disais qu'il y avait un racisme et un racisme de la vie de tous les jours. Évidemment, il existe, mais en fait, tu vas le normaliser, quoi. Voilà, tu vas le normaliser, alors que le racisme insidieux, c'est beaucoup plus parlant dans la façon dont beaucoup de personnes qui sont pas racisées vont interagir avec nous. Racisme insidieux, ça peut être, par exemple, « Ah, tu parles super bien, t'as pas d'accent, alors que t'as grandi en France. » Ou ça peut être, par exemple, « Mais tu viens d'où, genre vraiment ?» Tu vois, tu viens d'où? Moi, je leur dis, je viens de Paris. Non, mais vraiment, le 19e arrondissement. Non, mais vraiment, je suis né à Clichy. On fait comment? Et en fait, c'est vraiment toutes ces petites remarques qui vont te ramener à ton origine et en fait, qui sous-tendent que t'es pas 100% français, vraiment, parce que t'as pas les traits qu'on attend de toi, des traits blancs européens. Et c'est vraiment ça, ouais. Tu parles beaucoup aussi de ce besoin de pédagogie, d'expliquer le mot racisé, racisant. Pourquoi pour toi c'est important d'expliquer? Déjà, dans un premier temps, pour les personnes concernées, de pouvoir penser leurs conditions en France, savoir pourquoi, par exemple, il y a une surreprésentation de personnes racisées justement dans les quartiers populaires, dans des banlieues. Et c'est important en fait de permettre aussi aux personnes blanches de se penser en France comme un groupe à part entière. Parce qu'il y a cette tendance, parfois tu vas parler à des personnes blanches et dire « ouais, t'es blanc », ils vont le prendre mal. Ils vont se dire « mais attends, mais je suis pas blanc, enfin, attends, t'es en train de me faire du racisme ». Mais en fait, quand on dit à une personne blanche qu'elle est blanche, on n'est pas en train de l'insulter, on est juste en train de lui dire « mais tu sais, ta couleur de peau, tes traits, ils te permettent en fait d'avoir une forme de privilège à l'échelle internationale finalement, et pas qu'en France. Et ils te permettent aussi d'éviter pas mal de situations de discrimination. Enfin, t'es pas... C'est pas quelque chose de négatif d'être blanc, mais finalement. ouais, c'est pas... Mais enfin, j'ai des potes qui me disent, des potes racisés qui me disent « mais si seulement j'étais blanc, franchement, oui. Les gens respireraient plus, tu vois. » Enfin, voilà, on vous explique que vous êtes la norme, le standard. C'est tout. Il y a quoi de mal à être blanc, tu vois? Si toi, tu te sens mal à l'idée que je te dise que t'es blanc, pose-toi des questions, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une forme d'ignorance et du coup, tu te dis ouais, enfin, je comprends pas pourquoi ça me fait du mal? Ou est-ce que tu sais que je te désigne comme blanc parce que je sais que t'as des privilèges et tu sais que t'as des privilèges, mais tu veux pas venir les avouer? Oui, et que tu nies le fait que moi, j'en ai pas par rapport à toi. Exactement. Et en fait, ça peut être une forme de violence même pour nous, tu vois, cette réponse de dire, mais attends, moi, je suis pas blanc et compagnie, parce que il y a une forme de limite parfois, chez certains, pas tous évidemment, mais de complicité, c'est-à-dire tu veux pas remettre le système en place parce qu'il te bénéficie et toi, t'es bien dedans. La première anecdote, elle rejoint parfaitement le sujet en fait du jour. C'est la charge du mot racisme. Pourquoi
le mot racisme gêne-t-il autant? Parce qu'on a vraiment l'impression, je parlais de kryptonite tout à l'heure, on a vraiment l'impression que ce mot, une fois qu'on le balance, c'est la fin. Franchement, je vais commencer par une anecdote avant d'argumenter là-dessus, mais je me rappelle, j'étais en école de journalisme, en première année de master. On avait un exercice de journal télévisé, on devait faire un sujet et compagnie. Bref, je m'étais foiré, mais totalement, comme quasiment tous les gens de mon groupe. Et à la fin du cours, la formatrice, elle vient me demander si j'étais étudiant étranger. Attends quoi? Ouais, elle me dit ça. Elle me dit, ah, t'as passé la procédure normale ou internationale? Et en fait, moi, j'étais trop choqué et j'ai pas répondu. Enfin, je lui ai juste dit, bah non, j'ai passé le concours comme tout le monde. Et ce qui m'a dérangé, c'est pas tant le fait d'être considéré comme un étudiant étranger, parce que je les estime comme n'importe qui, tu vois, mais c'est plus que t'as remis en cause ma francité, parce que j'ai raté un exercice. Et en fait, je l'ai expliqué à certaines personnes de mon école, voilà, j'étais là, ouais, c'est une dinguerie ce qui m'est arrivé. Ils m'ont dit, ah ouais, de fou, enfin, on te soutient, voilà, si t'as besoin d'aller parler à la direction, ce que j'ai pas fait. Et il y en a une autour d'un verre, on était posé dans un bar, elle me dit, non, mais c'est normal, t'es basané. Vraiment, elle était vraiment là. Et je la regarde et je lui dis, non, mais ce que tu viens de dire, c'est archi raciste. J'ai même pas dit t'es raciste. J'ai dit c'est archi raciste. Parce que la plupart du temps, en plus, on dit même pas tu es raciste, ouais. On dit les propos sont racistes. Et en fait, elle est devenue toute blanche et ça a foutu un froid dans le groupe et elle était là, mais non, je suis pas raciste. Mais tu vois, genre, je la regarde, je dis, mais j'ai pas dit que t'étais raciste. J'ai dit que ce que t'as dit, c'est raciste. Et du coup, je suis obligé d'expliquer. Et c'est ça qui me rend dingue, c'est que c'est moi qui ai été agressé, mais c'est moi qui dois expliquer pourquoi elle m'a agressé, tu vois. Et en fait, je vois qu'il y a personne, à part une autre personne racisée qui était à côté de moi, qui comprenait le truc. Et en fait, il y a ce truc avec le terme raciste, si tu veux, on en revient toujours à ce truc où la définition, elle a été dévoyée, tu vois. C'est devenu limite une insulte. Genre sale raciste. Raciste, quand tu qualifies quelqu'un de raciste, c'est pas forcément une insulte. Oui, c'est péjoratif, mais quand moi je te dis que ce que t'as dit c'est raciste ou que t'es raciste, pour moi c'est plus en mode une forme d'injonction à ce que tu t'améliores, genre do better, sois meilleur, tu vois, genre essaye de déconstruire tes biais. Et le problème avec le mot racisme, pourquoi il est aussi explosif, c'est parce que la France, en fait, elle refuse de regarder son histoire droit dans les yeux. Et parfois, j'ai même envie de dire qu'elle la regarde droit dans les yeux, mais en fait, elle s'en fiche. Par exemple, que les personnes noires et arabes, les hommes noirs et arabes, ils ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés par les flics. Tu vois les chiffres de tout ce qui est discrimination à l'emploi, au logement. On est dans un pays qui est raciste. Il est raciste, mais il veut pas l'assumer et il te dit tous les citoyens sont égaux en droit et compagnie, alors que c'est pas le cas du tout. T'as des études qui te montrent que, par exemple, quand t'es une personne arabe, t'as 31,5% de chances en moins d'être rappelé par un recruteur. Quand tu cherches un logement, t'as genre, en tant que personne noire et arabe, je crois que c'est entre 13 et 15% de chances en moins d'être rappelé par le propriétaire. Tu vois que le racisme, il est partout. Quand tu regardes certains rapports sous le gouvernement Borne sur le racisme et qu'est-ce qu'on doit faire pour enrayer ça, ça te dit, mieux apprendre aux élèves le vivre ensemble à l'école. Enfin, non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un pays qui a été construit sur l'esclavage et la colonisation. On est encore en big 2024. On vit dans un continuum colonial. Est-ce que tu te rends compte? Enfin, c'est un truc de malade. Le maintien de l'ordre dans les quartiers populaires. La BAC, par exemple. Déjà, la BAC, elle a été créée par Pierre Bolotte. Pierre Bolotte, ancien haut fonctionnaire aux colonies. Et le maintien de l'ordre, il tire ses techniques du code de l'indigénat dans les quartiers populaires. Qui vit dans ces quartiers populaires et qu'on a parqué pendant les grandes vagues d'immigration postcoloniale? Les Noirs et les Arabes. Et en fait, moi, j'ai plus peur de le dire. Tu vois, au début, j'étais là en mode, attends, je vais prendre mes précautions, tout ça. Mais là, en fait, on est en état d'urgence. Clairement, on est dans un état d'urgence racial, pour le coup. Bien sûr que la France, elle veut pas parler le mot racisme est explosif. Ça veut dire remettre en cause et remettre en question et détruire toutes les fondations profondément raciales de ce pays pour reconstruire. Et ça veut aussi dire retirer aux élites qui nous gouvernent tout le pouvoir qu'elles ont. Anas, j'avais envie de te faire écouter un extrait de l'émission C'est politique du 11 juin 2024. Sur le plateau, Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, échange avec le directeur du site AOC, le journaliste Sylvain Bourmeau. La France n'est pas, je ne pense pas, un pays raciste systémique. Ne serait-ce que parce qu'elle a inventé la citoyenneté, la fraternité républicaine, le fait... Donc elle est immunisée, comme elle était immunisée face au fascisme. Immunisée externelle. Mais je l'ai lu, mais arrêtez. C'est diffamer la France, c'est diffamer son... Mais la France, c'est quoi? Ce qu'on a inventé, de ce dont on a hérité. C'est ça, on a réglé tous les problèmes en 1789. J'ai pas dit qu'on les avait tous réglés. On est un pays universel. Mais je vous dis que moi, je n'adhère pas à ce discours du racisme systémique en France.
Elle dit que dire qu'il y a un racisme systémique, c'est diffamer la France. Donc, c'est montrer qu'en fait, pour ces gens-là, pour ces personnes-là, et pour la classe dominante, ça reste quand même des blancs à 99,9%. En fait, le racisme, s'il existe, c'est des gens par-ci, par-là, dans les campagnes, plus de 70 ans, mais c'est pas quelque chose de plus systématisé. Non, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que les personnes blanches auraient plus peur du mot racisme et de se faire traiter de raciste que finalement des conséquences du racisme. Bah ouais, parce qu'il y a ce truc de garder une image de la France, pays des droits de l'homme et du citoyen. En fait, c'est vraiment un truc d'image et même un truc un peu à l'international. Tu sais, parfois, quand il y a des grosses manifestations en France, c'est souvent repris par certains médias ou sur les réseaux sociaux anglo-saxons, par exemple, qui disent « Regardez les Français, c'est un peuple révolutionnaire et tout. » On n'est plus en 1789, ma sœur. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus du tout là-dedans. On n'est pas le pays révolutionnaire qu'on a été. Non, ça existe. Enfin, c'est pas du tout un pays universaliste. En fait, l'universalisme, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés, ils l'ont collé comme ça pour essayer de mettre sous le tapis toutes les discriminations et le racisme qui existent en France. Et vraiment, quand je dis discrimination, je pense aussi à la transphobie, à l'homophobie, au sexisme et compagnie. Et en fait, ils se sont dit, vas-y, on va tout mettre sous la bannière universalisme. Et à chaque fois que quelqu'un va venir essayer de remettre en cause ce principe-là, en expliquant qu'il n'existe pas, on va le lui balancer à la face et c'est parfait. En fait, c'est un peu la forteresse derrière laquelle les élites elles vont se protéger, tu vois. Et donc, si on peut pas dire le mot racisme, comment on parle d'un mal sans le nommer? Il faut le nommer. Moi, je vais continuer à casser les pieds aux gens et utiliser le terme racisme tout simplement, parce que si tu le nommes pas, tu le règles pas, ça c'est clair et net, et c'est pour ça qu'ils font exprès de pas vouloir utiliser le terme racisme. Parce qu'ils savent. Exemple, type, le terme diversité. Pour moi, tu vois, c'est le terme fourre-tout. Tu sais même pas ce que tu mets derrière. On dit, ouais, la diversité, machin, il faut plus de diversité. Mais t'entends quoi par diversité? Parce qu'au début, on disait les Noirs et les Arabes. Maintenant, tu mets les personnes en situation de handicap, par exemple, dedans. On va mettre tout ce qui n'est pas blanc, hétéro, masculin, dans un truc fourre-tout. Et en fait, on va laisser les personnes minorisées, les personnes oppressées par la société, par exemple les femmes cis, trans, les personnes issues de l'immigration et compagnie. On va leur donner une mini part de gâteau, tu vois, on va leur dire, vas-y, partagez-vous ça. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que en supprimant le terme racisme, en ne nommant plus ce mal-là, on va tomber dans un truc qui est de l'ordre de la diversité. Et finalement, toutes les politiques de diversité, que ce soit à la télévision ou bien dans les entreprises, elles fonctionnent pas du tout. On a 50 ans de retard là-dessus. Ça fait des années, des décennies qu'on nous parle de diversité. Qu'est-ce que ça a changé? En fait, non, il faut dire les termes, il faut dire il n'y a pas assez de Noirs, il n'y a pas assez d'Arabes, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de femmes cis, trans, de personnes en situation de handicap à la télé, dans les entreprises. Il faut parler de racisme, il faut parler de discrimination, il faut parler de blanchité, il faut parler de suprématie blanche, il faut définir la suprématie blanche en expliquant qu'elle a détruit des vies pendant des siècles. Enfin, on ne peut plus ne pas regarder les choses face à nous. Il y a des vies qui sont en jeu. Les gens tendent à l'oublier. C'est pas juste on t'a empêché d'avoir un job. Il y a une étude qui était sortie, qui m'avait choqué, qui expliquait qu'à 18 ans, la probabilité de mourir avant 60 ans est de 16% pour les hommes nord-africains. Voilà. Moi, cette étude, je t'en parle là, j'ai la gorge qui est nouée, parce que je me dis, moi j'ai de la chance, je suis transfuge, tu vois. Mais il y a des mecs qui peuvent clamser avant 60 ans parce que on leur a fermé la porte à l'éducation, parce que l'ascenseur social il est en panne, parce que t'arrives pas à trouver un bon job, t'es là, tu te casses le dos toute ta vie, t'arrives juste avant la retraite, parfois t'es même pas arrivé à la retraite. Il y a un autre mot aussi qui est très explosif, c'est le mot race. Et je sais que c'est un mot que toi, tu as beaucoup mis en avant dans ton podcast à l'intersection. Pourquoi c'est important de se réapproprier le mot race et d'en parler aujourd'hui? Parce que c'est important de montrer que aujourd'hui, même si on sait que la race biologique n'existe pas, même si tu as toujours 2-3 bigots qui le pensent probablement, il y a la race sociale qui est héritée justement de ces idéologies de la race biologique. Par exemple, on voyait les Noirs et les Arabes comme des personnes sauvages aujourd'hui encore. Dès que t'es une personne noire ou arabe, t'élèves un peu le ton. Il y a ce truc de l'angry black woman, angry black man, angry Arab woman aussi, tu vois. Il y a la femme noire, femme arabe énervée. En colère, énervée, voilà. Il y a ce truc où dès que tu vas un peu te lever et prendre ta propre défense, on va te voir comme un danger potentiel. Le terme race, il dérange tellement que tu vois, en 2018, il allait être supprimé de la Constitution. Ça n'a pas été le cas finalement, mais c'était en projet et ce mot-là, il
ramène à l'histoire raciale de la France. Ça ramène aussi, par exemple, à l'Holocauste, après la Shoah. Le gouvernement français, les gouvernements européens, même à l'échelle mondiale, avec la création de l'ONU, se sont dit « la race, c'est fini, on n'en parle plus du tout ». Et la France, ils l'ont pris à la lettre. C'est-à-dire que même les statistiques ethniques, ils sont hyper contrôlés. Parce que il y a ce truc de dire, utiliser le terme race, ça te rend raciste. Mais encore une fois, et je le répète, quand on dit race, on parle de race sociale. On parle vraiment d'idéologies qui sont héritées de la race biologique et en fait, qui vont régir en fait notre place en France. Quand je parle de questions raciales, quand je dis arabe au sens de race sociale, j'explique que arabe au sens de race sociale, encore une fois, c'est plus de contrôle de police, moins de chances de trouver du taf, moins de chances de trouver un logement, moins de chances d'être bien soigné aussi. Enfin voilà, c'est important en fait de nommer les choses parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu nommes pas, tu règles pas. Moi, j'aurais voulu que la société soit vraiment universaliste, qu'on n'ait plus à parler de mots race, mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans nos interactions les plus courantes, les plus basiques, notre race, en fait, elle joue là-dedans totalement. On parlait du mot race. Qui peut utiliser ce mot-là et ce terme-là? Est-ce que, par exemple, les Blancs peuvent utiliser le mot race? Ça dépend comment. Ça dépend comment, c'est vraiment une question de... Tu vois, c'est pas comme le N-word, par exemple, ou des termes comme beurette, où là, clairement... Enfin, déjà, personne ne devrait utiliser ce terme, mais bref, le terme beurette. Mais tu vois, par exemple, le N-word, en tant que personne non noire, on va pas l'utiliser. Le terme race, ça dépend vraiment du contexte, parce que si c'est une personne qui t'explique justement ce que je viens de t'expliquer, que voilà, race, on parle de race sociale et compagnie, bien sûr, enfin, c'est un terme qui est utilisé en sociologie par des chercheurs tout aussi bien blancs que noirs, qu'arabes, qu'asiates, c'est pas un souci. Par contre, il est problématique et il l'est de plus en plus quand tu as des groupuscules d'extrême droite qui vont parler de termes race blanche pour se définir comme étant la race supérieure. Et ça, c'est eux en fait qu'on devrait attaquer, tu vois. C'est pas nous. Ouais. Eux, ils s'appuient encore et de plus en plus même, de plus en plus j'ai l'impression, sur cette définition biologique. Voilà. Ou même s'ils y croient pas forcément, ils vont quand même l'utiliser. Exprès pour... ramener cette fierté blanche, entre guillemets, qui a fait la gloire de l'Occident à une époque. Il y a ce politicien du parti Vox en Espagne qui utilisait vachement ce vocabulaire des conquistadors et compagnie, tu vois. Et en fait, c'est la même chose ici en France aujourd'hui, ce truc de conquête, on va reprendre nos terres, tu vois. Quand on parle de la gêne et de l'inconfort face au mot racisme, je pense qu'il y a deux situations à différencier. Il y a déjà le moment où nous, on l'utilise pour nous décrire. C'est l'exemple du mot racisé, par exemple. Moi, c'est pas mon mot préféré, mais ouais, moi non plus. Je l'utilise parce qu'en réalité, dans l'arsenal des mots liés aux questions raciales, c'est l'un des rares qu'on peut utiliser pour se décrire. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise avec ce mot-là? Et est-ce que tu l'utilises pour te décrire? Alors, moi, je suis pas à l'aise avec le mot racisé dans la vie de tous les jours, je vais m'expliquer. Je suis à l'aise avec quand on l'utilise d'un point de vue journalistique, par exemple, pour faire une enquête sociologique. Même dans le militantisme, c'est important aussi de l'utiliser. Ça, c'est pas un souci. Parce que, encore une fois, ça permet de mettre à jour tous les mécanismes et compagnies qui font que t'es racisé. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que de plus en plus de gens l'utilisent dans la vie de tous les jours. Ouais, les racisés, nous, on aime trop ça. Ou bien, ouais, les daronnes racisées, elles sont comme ça. Enfin, tu vois, des bêtises comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Racisé, c'est un terme qu'on utilise en sociologie, mais en fait, ça efface nos spécificités culturelles. Ça fait le jeu du dominant, tu vois, quand tu l'utilises dans la vie de tous les jours. Tu mets tous les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, tous les immigrés, en fait, les non-blancs, dans un même sac, tu vois. Et en fait, t'effaces complètement le fait que, en fait, déjà, les daronnes racisées, t'entends quoi par là? Peut-être daronne ouest-africaine, ok, peut-être daronne nord-africaine, et encore... Sois plus précis dans tes termes. Quand tu dis daronne racisée, c'est une daronne sénégalaise ou malienne, c'est une daronne peul, soninké. Enfin, tu vois, genre, c'est un truc qui nous... qui efface complètement nos identités. Comment tu vas me dire que moi, genre, je suis racisé comme un Asiate est racisé, par exemple, quelqu'un d'Asie du Sud, du Sud-Est. Non, c'est pas possible. Donc, je comprends qu'il y a ce truc de vouloir faire groupe, vouloir faire communauté, mais en fait, racisé, il veut plus rien dire si tu le sors du contexte militant, journalistique ou sociologique. Ça me rappelle une autre anecdote. Quand j'ai passé mon entretien pour une école de journalisme, j'avais utilisé le mot racisé pour décrire mes situations de racisme, que j'avais subi donc du racisme. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que moi, ça ne me dérangeait pas de l'utiliser, parce que je l'avais mis dans mes mots. Mais c'est le journaliste qui faisait partie du jury face à moi, qui était révolté pour moi. Et donc là, on rentre dans un autre sujet qui est le paternalisme. Mais c'est fou de voir à quel point même ce mot, si moi je l'utilise, ce que ça peut provoquer chez l'autre. Alors que c'est pas une insulte pour l'autre personne, car c'est moi qui l'utilise.
Ouais, ça titille encore une fois des valeurs pseudo-universalistes qui ont été ingérées tout au long de sa vie. Ça titille cet imaginaire d'une France qui serait pas raciste. Et dès que tu dis racisé face à une personne qui est pas déconstruite, et parfois ça peut même être une personne racisée elle-même, tu vois. Dès que tu utilises ce terme-là, en fait, tu vas venir un peu mettre en branle tout l'imaginaire qu'elle s'est construite elle-même sur une France qui serait l'Eldorado des droits de l'homme. Donc, bien sûr que la personne en face de toi, elle va commencer à flipper, ah ok, si elle utilise racisé, c'est qu'il y a une réalité que moi, je saisis pas forcément. Et là, c'est en train de me mettre mal à l'aise dans mon confort de personnes blanches, par exemple, tu vois, ou de personnes qui voient pas le racisme parce que soit ça la dérange pas et ça lui permet, elle, de rester à son niveau social, ou l'autre qui se dit, quand je dis l'autre, c'est la personne racisée, ça va me faire trop du mal de me rendre compte que je suis pas considéré comme un être humain à part entière en France. Ouais, et dans le deuxième cas, lorsque on décrit les agissements de quelqu'un en disant « Ah, c'est raciste, ah, tu es raciste », directement la personne se braque, elle le prend pour un jugement de valeur, et donc elle est dans la défensive. Il y a vraiment un besoin instinctif de se défendre, mais à côté de ça, une condamnation pour propos racistes, c'est pas synonyme de fin de carrière. Pas du tout, même parfois c'est même un tremplin pour une carrière. Regarde par exemple Éric Zemmour qui a été condamné pour provocation à la haine raciale, il a pu continuer à apparaître sur des plateaux télévisés, que ce soit sur CNews, bon CNews c'est sa famille tu vois, donc encore ça me choque pas, mais par exemple sur BFM, il a pu fonder son parti bon, il a fait je crois 7% à l'élection présidentielle, les gens se sont foutus de sa gueule, mais en fait non, 7% c'est énorme. C'est énorme. C'était quoi, 2 millions, 3 millions de personnes qui avaient voté pour lui. Donc non, le racisme aujourd'hui, c'est tellement peu pris au sérieux par les institutions, même par les médias, que ça va pas te freiner dans ta carrière. Pas du tout. Enfin, en fait, on va voir ça comme un écart de conduite. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on va pas le voir comme quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut briser des vies, qui peut tuer des gens. Naël, il est mort du racisme, par exemple. Et surtout qui est interdit par la loi. Exactement. On l'oublie, que le racisme est condamnable par la loi. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est légal et illégal et ce que la société pense. S'arrêter seulement à la loi, par exemple, pour dire que le racisme, il est interdit. Et tu vois, il y a beaucoup de gens beaucoup de politiques qui sont là, ou des éditorialistes, ou peu importe, qui vont venir, ouais, mais le racisme, on n'est pas dans un pays raciste parce que, par exemple, le code pénal l'interdit. Mais, ok, donc l'homophobie aussi. Pourtant, il y a des agressions homophobes. Le sexisme, la misogynie, tout ça, enfin... Et pourtant, il y a des femmes qui meurent encore sous les coups de leur mari, tu vois. Et même, si on va pas juste dans ces exemples, on reste dans le racisme. Il y a encore des personnes qui se font agresser dans la rue. Les 3 semaines de campagne électorale pour les législatives, on a vu un nombre énorme de propos racistes, d'agressions. Oui, tu peux pas t'arrêter seulement sur le fait que la loi l'interdit, parce que comme je l'ai dit, il y a toujours un décalage. Enfin, l'argument de la loi, pour moi, il est caduc. Ça sert à rien du tout de venir me dire que ouais, mais non, la France elle est pas raciste. La loi, elle est de notre côté ou je sais pas quoi. Non, parce que moi, c'est pas, finalement, la loi, elle me protège de rien, tu vois. Elle me protège pas d'une potentielle agression, d'une ratonnade dans les rues de Paris ou de Lyon. Et est-ce que le racisme est socialement acceptable aujourd'hui ? Tu vois, cette question-là, elle est compliquée. Parce que, aujourd'hui, je dirais pas que c'est socialement acceptable. Parce que les racistes ne considèrent même pas comme racistes. Parce que ceux qui vont aller voter le Rassemblement National, par exemple, ils vont dire, mais moi, je vote pour eux, mais je suis pas raciste. Mais d'un autre côté, socialement acceptable, non, mais banalisé, oui, parce que par exemple, le nombre de fois où j'entends soit des collègues ou des gens sur les réseaux sociaux parler du fait que ouais, moi je vote à gauche, mais mon frère, c'est un gros souverainiste, zémouriste, je sais pas quoi faire, et il te le dit toi devant toi, personne racisée, comme si c'était un cas classique, genre juste une petite discorde, alors que toi, des militants zémouristes ou des militants du Rassemblement National, ils peuvent potentiellement venir te tuer, te shooter dans la gueule, tu vois. Ce simple exemple de ce collègue ou cet ami qui va te parler de ce membre de la famille qui vote pour un parti raciste et t'en parler normalement comme ça montre que ça a été banalisé et qu'en fait on le prend plus autant en sérieux. Alors, est-ce que c'est le racisme ordinaire qui est alors peut-être acceptable socialement ? Ouais, je pense, ouais, parce que le fait de, par exemple, aller voir une personne noire, lui dire « Est-ce que je peux toucher tes cheveux ?» te faire des compliments sur un accent que t'aurais pas, te demander d'où tu viens, genre vraiment, tu vois. Ça, c'est du racisme. Et quand tu leur dis, ils te disent « Ah, mais non, c'est pas... Non, moi, je suis pas raciste. Je suis juste curieux. Voilà, on est dans un pays multiculturel, la France, voilà. Enfin, les Français, ils viennent sous toutes les formes et les couleurs et compagnie. Donc, je suis juste curieux, tu vois. McDonald's, finalement. Mais vraiment, tu vois, genre, venez comme vous êtes. Et c'est pour ça que... tu le dis très bien, finalement, ouais, c'est le racisme insidieux ou
ordinaire qui est vachement banalisé. Le racisme en lui-même, Dieu merci, pour l'instant, il l'est pas. Mais on est franchement là, à l'heure où on enregistre cet épisode, on est en 2024. Je pense que on est sur le chemin de la banalisation. Franchement, on est sur ce chemin-là. Ça m'inquiète de plus en plus. 10 millions de personnes qui ont voté RN aux législatives anticipées, ça me dit qu'on est à une période charnière et que si les institutions, les gouvernements font pas leur travail et savent pas se comporter, franchement, dans quelques années, on pourrait arriver à une période qui rappelle des heures sombres de l'histoire française. Merci beaucoup, Anas. Merci à toi, Donia. Parce que l'éducation et le savoir sont au cœur des luttes antiracistes, j'ai envie de vous proposer des ressources, des recommandations culturelles. Donc on va commencer par du lourd. Ce sera sûrement le manuel auquel il faudra se raccrocher tout au long de cette première saison. C'est Le racisme est un problème de blanc de l'autrice noire britannique Renée Eddo-Lodge. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est son analyse du déni des questions raciales. On en parlait avec Anas au Royaume-Uni, qui est vu comme une société multiculturelle. Mais bon, c'est aussi applicable en France et c'est surtout les conséquences et l'impact de ce déni sur la vie des personnes racisées. Parce que comme tu disais, Anas, en fait, nos vies sont en jeu. Et on peut pas recevoir Anas sans recommander son excellent podcast, évidemment, à l'intersection. Je te cite Anas, c'est le podcast qui raconte les diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques en France et dans toute leur intersectionnalité. Et j'avais surtout envie de recommander un épisode, c'est celui avec Sarah Mazouz, qui est chercheuse et autrice de race au singulier, pas au pluriel, aux éditions Anamosa. Et pourquoi je le recommande aujourd'hui ? Parce que dans cet épisode, Sarah Mazouz, elle explique pourquoi on utilise le mot race aujourd'hui et pourquoi c'est important de l'utiliser. Et elle explique très très bien. Elle dit, je la cite, « Quand on parle de race aujourd'hui, on ne parle pas de groupes différents, mais on va désigner les mécanismes qui ont permis de créer des inégalités entre les groupes. » Et ça, c'est un point qui est ultra important à retenir. Anas, est-ce que tu as une recommandation ? J'en ai une, ouais. C'est Histoire des Blancs de Nell Irving Painter, qui est historienne, chercheuse afro-américaine. Et c'est un gros livre, un très gros livre de 400-500 pages qui raconte en fait l'évolution historique de ceux qu'on considère comme blancs et comment ils ont racialisé tous les peuples en fait qu'ils ont rencontrés et colonisés au cours de leur histoire. Et ce qui est important, elle explique comment en gros les Irlandais en arrivant aux États-Unis ils étaient considérés comme racisés, des personnes people of color et des personnes de couleur en gros, et comment ils ont réussi à acheter leur blanchité. Mais ça, pour savoir comment, faut lire le bouquin. Et suspense, j'adore. Merci beaucoup Anas. Merci à toi. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste, mais... Je ne suis pas raciste mais est un podcast de Donia Ismail, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron, à la production éditoriale Lina Pareja, montage et réalisation Mona Delahaye et musique Thomas Loupias.